Quand le jeune David démarre la lecture, il est jeune, il a une dizaine d'années, qu'est-ce qu'il découvre? Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre les Trois Mousquetaires. Ça a été la première lecture marquante, en fait. Au niveau roman, ça a été fondateur de plein de choses. Comme beaucoup d'enfants, notamment de ma génération, les années 60-70, je me suis mis à l'escrime à cause d'Artagnan. Et quand j'étais tout minot au cercle d'escrime, la plupart étaient là à cause de d'Artagnan. J'avais adoré les archétypes qu'utilisait Dumas. Aujourd'hui, on dirait trop vite caricature. Je trouvais que c'est les archétypes avec lesquels il jouait et qui étaient vraiment fascinants. Puis j'aimais ce côté groupe, parce qu'au final, les Trois Mousquetaires sont quatre. Il y a cette notion initiatique aussi. Il y avait l'aspect historique, alors qui était complètement revisité, qui était par moments un peu farfelu, mais on s'en foutait parce que, je crois que c'est Dumas qui disait qu'on pouvait violer l'histoire si on les faisait de beaux enfants. Enfin, je trouvais que les enfants étaient beaux. Donc ça, c'était très marquant. Et puis les autres lectures de l'époque, quand j'étais enfant, c'était beaucoup de bandes dessinées. C'était Gaston Lagaffe et Achille Talon. Et ce que j'ai découvert dans Gaston Lagaffe, c'était la grande poésie qu'il y avait derrière le personnage de Gaston, qui mettait très rapidement en exergue l'absurdité d'une modernité qui était déjà moins absurde encore qu'aujourd'hui, et qui, avec un côté un peu rêveur, finalement réenchantait un monde qui commençait à se désenchanter. Et on n'était que dans les années 50. Et donc ce qui est amusant à découvrir, c'est ce qui confirme un petit peu ce que nous avons dit en marchant tout à l'heure, c'est le côté ludique. C'est le côté, on aborde des sujets sérieux à travers la ludicité. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'on apprenait mieux quand on se divertissait et quand on n'avait pas la sensation forcément d'apprendre. Il y a des tas de gens, des tas d'élèves qui sont réfractaires à l'apprentissage. Et à partir du moment où on leur amène les informations sous couvert de quelque chose qui va les divertir, bizarrement, les informations passent beaucoup mieux. Ça a marché pour moi, en tout cas, quand j'étais jeune. Et ce que je te disais en marchant tout à l'heure, Achille Talon est une très grande richesse au niveau du vocabulaire. Pour un enfant, c'est pas évident, mais du coup, ça m'obligeait à prendre mon dico et aller dans le dictionnaire, chercher des mots qui m'amenaient à d'autres mots, et puis je comprenais mieux les idées, je les cernais mieux. Donc ça a commencé comme ça. Et quand il attrape de la barbe, le côté alimentaire se fait comment? Par quel métier? Quand je démarre dans la vie, j'ai une idée très précise, je veux être avocat, au début. Et puis je me heurte aux études de droit qui demandent énormément de par cœur, énormément de gavage de cerveau, alors que moi je me voyais plus dans les périmésons, aller chercher dans les enquêtes, les détails, les machins. Donc je me heurte à la vérité et la réalité, et je commence dans le droit à travers le notariat. Je fais des études de notariat, mais en parallèle, j'écris pour un petit journal de la fac qui s'appelle Mercure, où je rencontre un jeune homme qui d'ailleurs depuis est devenu écrivain, qui s'appelle Frédéric Rapilly, qui on se lie d'amitié, et lui veut devenir journaliste, et moi j'ai déjà des velléités d'écriture. Et donc j'ai été clerc de notaire quelques mois, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au bout de pratiquement un trimestre, je suis allé voir le notaire en disant je m'ennuie. C'est pas ma passion. Ouais, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Lui m'a dit je ne te vois pas faire ça toute ta vie. Il m'a financé très gentiment. J'ai eu droit à un chèque en me disant ben voilà, pendant 3-4 mois tu vas pouvoir aller chercher ailleurs. Alors j'ai essayé de le remercier puisque c'est devenu mon notaire après. Là je suis rentré à l'agence France Presse, où j'ai été journaliste pendant 6 mois. Je m'y suis aussi assez vite ennuyé, même si ça a été une très bonne école, parce que les dépêches de l'AFP, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais à l'époque étaient très normées, donc il fallait aborder le pourquoi, quand, comment, où, de manière très précise. Et dans un nombre de signes pas dépassé. Absolument. Et ça, c'était vraiment une école de synthèse qui était très intéressante sur le traitement de l'actu ou de l'info. Et bon, je faisais ça de 6h du matin à midi à peu près, et en fait très rapidement j'ai voulu aller vers d'autres formes d'écriture, et donc j'ai trouvé un stage dans une agence de communication où de 14 à 18h, là je travaillais sur de la pub, l'écriture publicitaire, mais qui est une véritable écriture, et qui a eu ceci de formateur, c'est qu'elle m'a appris à rentrer dans la peau d'un personnage qui n'était pas moi.
C'est-à-dire que quand vous faites un texte pour des femmes de 30 ans, vous devez vous mettre dans la tête d'une femme de 30 ans. Donc moi à l'époque j'en avais 22, donc ça m'obligeait à faire des recherches et à essayer de m'imprégner de ce qui m'est resté dans mon écriture actuelle d'ailleurs, parce que c'est un des grands pans de mon travail. Et puis au bout de 6 mois j'ai fini mon contrat à l'AFP, j'ai pas cherché à renouveler, j'ai été embauché dans une agence de pub à Rennes. J'ai travaillé pendant quelques mois et un jour des clients m'ont demandé si j'avais envie moi de me lancer, ce que j'ai fait, j'ai quitté la boîte, j'ai créé la mienne. Et puis ça a été parti, j'ai été conseiller en communication, j'ai été rédacteur publicitaire pendant près de 15 ans. C'est un peu un parcours comme Yann Manoux, ça. C'est très proche de... Il a été Yann. C'est très proche de Yann. Alors en plus, ce qui me fait rire, c'est que j'ai acheté des bouquins à Yann Manoux à l'époque où il publiait les Goldorak quand j'étais minot. Donc on en a beaucoup ri avec Yann. Mais oui, il y a une similitude par rapport à Yann avec une petite différence, c'est que moi, il a fallu qu'à un moment, je me débarrasse de mes entreprises. C'est-à-dire que ça m'a permis de vivre, ça m'a permis de vivre des aventures absolument formidables, de travailler avec des gens absolument formidables sur des projets qui étaient titanesques et qui en plus satisfaisaient un peu le petit bout d'esprit scientifique qu'il y a en moi. J'ai participé à l'émergence d'Internet, de la 3D, de l'imagerie de synthèse, etc. à une époque où c'était loin d'être aussi commun qu'aujourd'hui. Donc tout ça, ça a été une formidable aventure. Arrivé à un moment, et un nombre de salariés qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu ou envisagé, il y a eu une croissance qui était très forte, les contraintes de l'économie deviennent trop lourdes par rapport à ce que moi je voulais faire de ma vie. Et arrivé à la quarantaine, un choix s'est posé, et c'était de dire est-ce que je veux continuer dans cette voie-là, qui n'était pas ultra glorieuse, très franchement. C'est bon, on est des grands manipulateurs dans ce métier-là. C'est ça. C'est ça, des grands manipulateurs, et puis travailler avec des gens cyniques. Oui. Travailler parfois avec des politiques. Et même vis-à-vis des concurrents aussi, il faut être... Ouais, c'était pas avec les concurrents que c'était le plus dur. Avec le client. Mais avec le client, c'était souvent des rapports de force. Avec les salariés, c'était souvent des rapports de force, alors que moi j'avais une vision plus idéaliste de la chose, plus agence touriste un peu. Et on a vécu ça au début, où on avait une petite équipe et où des clients nous demandaient des trucs absolument infaisables. Mais tous ensemble, on y arrivait et c'était une sensation qui était formidable. Et puis au bout d'un moment, ça se normalise parce que vous n'allez pas contre la marée, c'est pas possible. Et l'économie a un sens. Bon. Donc je me suis fondu là-dedans jusqu'au moment où, pour être très clair, je me suis craché à la gueule en me regardant dans le miroir. Parce qu'il a fallu... le compromis est acceptable, la compromission ne l'est pas, à mes yeux. Et il y a des moments où il fallait se compromettre. Je ne sais pas, je suis en train de sourire parce que j'ai une idée, je te compare à un fût de vieux vin, de bon vin. Il y a toute une lie qui est là-bas, c'est incroyable. Tu goûtes à des choses, tu vois des choses, tu les dégustes, tu les humes dans la vie de tous les... Et puis à un moment donné, ça te suit, c'est en toi, et tu vas changer donc ton fusil d'épaule. Oui, je vais changer complètement mon fusil d'épaule. Il y a un événement qui va me l'amener. Quand j'ai 32 ou 33 ans, j'ai un copain qui perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Et on n'arrive plus à communiquer directement avec lui, mais on sait qu'il lit encore. Et là, les copains me disent, est-ce que tu veux pas lui écrire quelque chose, une histoire? Et j'ai envie, je me dis si, je vais le faire, évidemment, mais je dis j'ai envie de lui raconter une histoire de veuf qui se reconstruisent, pour lui dire qu'il y a des drames et qu'on peut parfois, si on est bien accompagné, aller au-delà. Tu les avais déjà vécues? Non. Ces émotions-là? Non, je ne les avais pas vécues, j'avais vu des gens les vivre. Et de la même manière que ce que je te disais tout à l'heure, quand tu apprends à être quelqu'un d'autre, moi je passe beaucoup de temps à essayer de m'imprégner des émotions des autres, des miennes aussi, celles que j'ai vécues. Alors, pour mes bouquins, je suis parfois allé fouiller des trucs que j'ai connus et que j'avais pas envie de ressortir, mais il fallait que j'aille dedans, non pas pour me psychanalyser, mais parce que ça allait nourrir à un moment un personnage. L'image que j'ai de ça, parce que je reviens à ce fût de vin et à ce que tu es en train de m'expliquer ici, à un moment donné, tu es dans un état, pas d'apesanteur, mais de sédimentation. Oui, tout est en train de se déposer, et c'est là-dedans que tu vas les puiser pour expliquer aux autres. Oui, il y a de ça. L'image est très juste. C'est effectivement une espèce d'équilibre à trouver, ou de flottement dans lequel tu vas cesser d'être acteur pour devenir observateur, et le temps se ralentit un peu. Et j'aime cette notion de ralentir parfois le temps pour tu vois, prendre ça le flotte. temps.
Exactement. Et ça, c'est un ami qui a eu un accident, enfin, pendant 3 mois, il a presque été dans le coma. Ce type, on ne le reconnaissait plus du tout. Et puis maintenant, il se réactive. Et je lui dis, Jack, comment te sens-tu maintenant? Et c'est lui qui m'a parlé de cet état de sédimentation. Je suis en train de me poser, dit-il comme ça. Ça se réactive tout doucement, mais ça, et voilà. Et donc, dans tout ce qui se pose, qu'il avait oublié, mais qui était là, dans le subconscient, il repuise à nouveau donc, ses prochaines forces. Et c'est ça un petit peu, comme tu dis, hein, l'apesanteur, l'état. Et ça, je dois dire, c'est beau comme réflexion, quoi. En tout cas, c'est ce qui m'a amené à lui écrire une histoire et à lui dire, comme je ne veux pas lui raconter directement, voilà ce qui t'est arrivé, voilà vers où tu peux tendre. En plus, je n'ai pas vocation à donner des leçons, c'est pas ça du tout. Je me suis dit, tiens, je vais habiller ça avec une touche de fantastique, avec un bout de policier, de polar dedans, de thriller, enfin bon. Et donc, j'ai créé cette histoire qui sont les vestiges de l'aube. Et puis je lui envoie, alors à l'époque je travaillais très souvent à Bruxelles, je venais à Zaventem travailler pour Toyota, et aujourd'hui il y a prescription, ils me pardonneront, et j'ai gardé 2-3 amis, mais il m'est arrivé à certaines réunions d'un ennui profond de prendre mon clavier et de faire semblant de travailler sur la réunion, et en fait j'étais en train d'écrire des dialogues ou des bouts de réflexion, et puis dans le Thalys, pareil, ça avançait, dans les chambres d'hôtel, enfin bon. Et puis j'ai envoyé chapitre par mail. Et puis un jour, j'ai un autre ami qui m'a écrit en me disant, mais quand est-ce qu'on a le chapitre 11? Donc je lui ai dit, mais comment tu sais? Et en fait, il le repassait. Il le repassait, ouais. Et puis ça a commencé à être lu comme ça par quelques copains, et puis il me demandait la suite. Et en fait, ça a duré 5 ans, l'histoire. Et je me plais à penser que pendant ces 5 ans, ça lui a donné aussi des petits bouts d'objectifs de connaître un peu la suite. Et puis en 2008, je me suis retrouvé avec le roman fini, enfin l'histoire finie. Et puis lui qui recommençait à refaire sa vie. Donc quelque part, moi j'avais fait le boulot que je m'étais fixé et qu'on avait décidé avec les amis. Et puis voilà, je voulais savoir ce que ça valait. En fait, j'ai jamais eu l'intention d'être publié. C'est un truc que je ne devrais pas dire, mais c'est vrai, je n'ai jamais rêvé d'être écrivain. Donc j'ai eu l'opportunité de le faire lire à 2-3 personnes, dont un en fait l'a envoyé à son éditeur, et puis l'éditeur qui est Philippe Ward de Rivière-Blanche m'a écrit un jour en me disant nous sommes preneurs. Oui, il a même dit pire que ça, parce qu'il m'avait dit on pense que tu devrais l'envoyer à des grandes maisons d'édition, mais nous on serait ravis de le sortir. Et n'ayant aucune intention de faire carrière, je lui ai dit écoute, dans mon parcours de vie, j'aurais publié un livre, déjà je trouve ça formidable. Donc l'écriture littéraire doit être un métier, j'ai forcément pas respecté des choses dans ce que j'ai fait, parce que c'était très décousu sur 5 ans, il y avait des erreurs, des anachronismes dedans, enfin bon. Et c'est la spontanéité qui était là. Mais la spontanéité de l'histoire était là, ouais, complètement, mais bon, il fallait que tout ça soit un peu enrobé, et j'ai dit, écoute, moi, je n'ai pas de problème à être publié chez toi. Alors il m'avait dit, tu vas vendre 60 bouquins, je m'en fous complètement. J'ai dit, par contre, tu m'apprends, tu prends mon texte, tu le casses en deux, et tu m'expliques, voilà, et tu me fais travailler. Et ce qu'il a fait. Il m'a fait travailler, et je serai éternellement reconnaissant à Philippe Ward de l'avoir fait, parce que ça a été très enrichissant. Ça a été très très enrichissant, j'ai découvert des tas de choses que je n'envisageais pas. Je veux dire, en tant que lecteur, tu peux suivre une histoire sans analyser la manière qu'on a de la raconter. Moi j'aime bien comprendre aussi parfois certaines mécaniques qui se mettent en place. Donc voilà. Donc tu découvres un monde. Ah oui, j'ai découvert un monde. Tu découvres le monde de l'édition, tu découvres le monde des auteurs, tu vas découvrir le monde de la découverte des lecteurs. Oui. Tout ça a été très nouveau, d'abord parce que j'étais habitué, moi, à être un peu l'homme de l'ombre par rapport aux entreprises pour lesquelles je travaillais. Moi, j'apparaissais très peu, très rarement, voire pas du tout, et ça m'allait très très bien. Alors le fait d'être très vite exposé, à la fois par le petit succès que les Vestiges de l'Aube ont eu déjà avec Rivière-Blanche, et puis après avec le gros succès qui a été le projet Bleiberg, là il a fallu que j'assume. Mais c'était pas si évident que ça. Et c'est même encore aujourd'hui pas aussi évident que ça pourrait en avoir l'air. D'abord parce que je suis quelqu'un de relativement à l'aise, j'ai pas peur des caméras, j'ai pas peur d'une foule, j'ai pas de problème à parler devant du monde. Mais par contre, j'ai une difficulté à être exposé. J'ai une vraie difficulté avec ça. Je l'ai fait parce que c'est d'abord la récompense de rencontrer les lecteurs, parce qu'ensuite, c'est difficile pour les éditeurs. Il faut arrêter de taper dessus à tout berzingue
C'est compliqué aujourd'hui de vendre des livres, d'éditer des livres, de trouver des bons textes, de faire sortir ceux qui sont bons par rapport à ceux qui le sont moins et qui se vendent plus. Enfin, il y a tellement de critères qui sont compliqués que moi je pense aujourd'hui que les auteurs dont on se parlera dans 2 siècles ne sont pas nécessairement les auteurs qu'on lit le plus aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont quand même le nez, le courage pour les sortir, alors que ça ne représente pas des volumes de vente. C'est comme les grands classiques, parfois il y en a qui étaient édités à 300-400 exemplaires. Évidemment. Ce sont des grands classiques. Je mets au défi quiconque de me dire qui étaient les plus gros vendeurs de livres au début et à la fin du 19e siècle. Donc c'est, en tout cas, savoir si on s'en rappelle déjà. Donc j'ai découvert tout ça avec un œil un peu amusé, complètement décorrélé du problème économique, parce que ça, il n'est pas question que j'y remette les pieds, mais je me suis intéressé quand même pour savoir un peu qui travaillait. C'est toute une chaîne de gens qui bossent, et dont on est finalement, nous, un peu les moteurs aussi. Donc voilà, j'ai vu ça d'un œil un peu amusé. J'ai eu l'opportunité, avec la bénédiction de Philippe, d'aller vers de plus grandes maisons d'édition. Je ne l'aurais pas fait s'il m'avait demandé de rester chez Rivière Blanche. Je serais resté chez lui. Donc voilà, ça a été une aventure, c'est toujours une aventure qui aujourd'hui est pour moi moins intéressante que le fait d'écrire. Voilà, j'ai vu ça, c'était une découverte incroyable pendant 4 ans, 3-4 ans, ça a été dingue. Voilà, au bout d'un moment, tu dis ça y est, j'ai vu, j'ai compris. Je travaille avec des gens, je ne travaille pas avec des entreprises. Il faudra un clone sur le côté qui fasse le métier extérieur. Non, même pas, en fait, c'est le contrat avec mon éditeur est très simple. J'ai voulu redevenir quelqu'un de discret, qui est plutôt dans ma nature. Par contre, je passe plus de temps et je mets plus d'énergie à travailler mes textes. Et puis l'éditeur sait que je suis là pour soutenir à un moment, quand il y a besoin. Mais je ne démultiplie pas comme j'ai pu le faire et je ne vais pas les courir partout. Parce qu'en plus, il y a une particularité, c'est que je parlais tout à l'heure d'Alexandre Dumas, il y a quelques textes qui sont un peu fondateurs chez moi. Et il y en a un que je cite in extenso dans le programme des 10, qui est le poème Si de Rudyard Kipling. Oui, Kipling dit clairement que la gloire et l'échec sont des menteurs. Donc je me méfie de l'un comme de l'autre. Voilà. Et un échec ne m'arrête pas et la gloire ne me fait pas avancer. Donc quand tu es avec tes premiers lecteurs, enfin plusieurs centaines de lecteurs, il y a déjà quelque chose qui trotte pour sortir un second ou un troisième. Comment ça se prépare ça? Alors en fait ce qui se passe, c'est que pendant qu'on travaille sur les vestiges de l'aube, pendant que Philippe Ward travaille sur les vestiges de l'aube, l'auteur qui m'avait présenté à Philippe, qui s'appelle Thomas Géa, qui est un auteur de SF, d'anticipation, écrit le premier bouquin des éditions critiques à Rennes, qui est une librairie, et m'invite à la soirée de lancement. Moi je me pointe là-dedans sans rien connaître au monde de l'édition, les libraires, enfin voilà. Et je vois toute une série de types dans une petite librairie, effectivement passionnés par ce qu'ils font, et qui regardent le livre comme si c'était un Graal. Et je trouve ça formidable. Enfin, cette passion, je la trouve superbe. Je suis complètement déconnecté par rapport. Enfin, je suis plus âgé. Je viens d'un monde où effectivement ça roule en BM, ça porte des Rolex et ça rigole pas. Mais je vois ces types qui portent des t-shirts Star Wars et qui ont juste envie de rêver. Et puis, j'avais en tête d'écrire un thriller qui soit à la fois drôle, à la fois très grave, pour parler des expérimentations faites sur l'être humain pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui est né d'une nouvelle que j'avais entendue à l'époque où j'étais encore chef d'entreprise. J'écoutais France Info, et là il y a une info qui tombe, comme quoi un laboratoire pharmaceutique arrête un protocole de recherche sur une maladie orpheline parce qu'il leur manque 10 ou 15 000 euros de budget. Et je pris une espèce de coup de sang, j'arrive à mon bureau, je regarde qui est ce laboratoire, je regarde des choses sur cette maladie, je découvre qu'ils font 47 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et je me dis, mais comment est-ce qu'un être humain peut se pointer devant un micro et dire à des familles, on va laisser vos enfants crever parce que c'est pas rentable. Voilà. Et en allant fouiller, je me rends compte que ce laboratoire a été créé par des criminels de guerre, et qu'il a fourni tel ou tel gaz, machin, enfin tout ce qu'on veut. Et là je me dis, il y a un truc à raconter. C'est tout, il y a une histoire à raconter, j'ai envie de la raconter. J'ai pas envie, je suis pas moralisateur et je vais pas aller expliquer aux gens comment vivre.
Donc je vais me créer un James Bond, je vais aller taper un peu du côté de Frankenstein avec la créature qui se retourne contre ses créateurs, parce que c'est encore ce qu'on a fait de mieux pour raconter l'ironie du sort, et j'écris 20 pages du projet Bleiberg que je propose à Critique. Et Critique, avant même la sortie des Vestiges, qui avait entendu dire pas mal de bien de moi par Philippe Loire, me dit, bah écoute, dans 6 mois on sort le bouquin, si tu peux le finir. Donc j'ai fini le livre dans les mois qui ont suivi. Entre-temps, les Vestiges de l'Aube sont sortis. J'ai rencontré les premiers lecteurs. C'est vrai que c'est quelque chose de très étonnant. D'autant plus étonnant que ceux qui ne saisissent pas le thème des Vestiges, c'est-à-dire effectivement la reconstruction après la perte des êtres chers, soit ils s'intéressent aux vampires, ce qui ne m'intéresse pas, en plus, soit ils vont être dans le polar en disant oui mais c'est pas assez un polar, mais tu dis en même temps c'en est pas un. J'ai une dame comme ça, toute première dédicace, qui est venue me voir en larmes, en me disant c'est le premier livre que je lis qui me parle de ce que j'ai vécu. Et je me suis dit là j'ai fait mon boulot, au sens où moi j'ai eu la chance de ne pas vivre ce drame-là. J'ai perdu des êtres chers, mais plutôt dans un cadre du cycle vie-mort normal. Et je me suis dit voilà, ça veut dire que j'ai été capable de comprendre, de saisir, d'éprouver ce qu'on pouvait éprouver dans ces moments-là et de le retranscrire pour passer un message qui est plus un message d'espoir. Et ça, c'est formidable. Comme moteur, c'est formidable. Personnes dans la salle, 200 lecteurs viennent pour découvrir des auteurs. Comment te reçoivent-ils tous ces futurs amis? Parce que tu vas les connaître, des Mars Vedeguer, des Yann Manouk, des Poucheret, tu vas les rencontrer. J'ai été très bien accueilli. J'ai été très bien accueilli. Alors en fait, il y a eu deux, il faut être franc, on va tous dire, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase arrivée dans le monde du fantastique à travers Rivière Blanche, qui publie effectivement beaucoup de SF, anticipation, choses comme ça, où là j'ai été, on va dire, moyennement accueilli. Sans doute on m'a fait payer un peu ma volonté de parler au grand public finalement, et de ne pas être un hyper spécialiste de quelque chose, ce que j'ai jamais eu la vocation d'être. Donc là on va dire l'accueil a été, il y a eu des gens très sympas, mais alors je me suis fait cartonner très violemment. Très violemment. Ça m'a suffisamment refroidi pour me dire j'écrirai plus ça, voilà. Et par contre, quand Bleiberg a paru, là j'étais plus sur le côté thriller grand public, mais ce dont j'avais aucune idée, parce que je ne connaissais pas du tout le marché du livre. Et là j'ai reçu un jour un mail d'un monsieur, d'un garçon qui me dit écoute voilà, je viens de lire ton livre, c'est super, j'adore ton univers, continue, fais-toi plaisir, c'est top. C'était Franck Tillier. Et c'est-à-dire Franck est à l'image de ça. Voilà. Après, j'ai pas rencontré des auteurs, j'ai rencontré des types formidables qui écrivent des livres. Il y a Franck, il y a Yann Manouk, il y a Éric Giacometti, il y a Jean-Luc Bizien, Bernard Werber qui a été absolument adorable. Voilà, ils ont été vraiment extrêmement accueillants, très protecteurs. J'ai eu le droit à la sensation, alors je suis plus âgé que certains d'entre eux, c'est marrant, mais d'être un peu le petit nouveau et d'être vraiment cocooné comme ça, et ce qu'on fait d'ailleurs toujours, hein. Aujourd'hui, quand quelqu'un émerge et qu'on a la chance de le rencontrer ou qu'il se pose des questions, on essaye d'y répondre au maximum. Et ça a été finalement, en fait, ce qui m'intéresse le plus dans cette aventure, quand je disais Bernard Werber, je me fous de savoir que c'est Werber. En fait, c'est Bernard qui m'intéresse. Chez Éric Giacometti, c'est pareil, je reconnais le talent d'Éric et ce qu'il fait avec Jacques, mais c'est Éric. Voilà. Et pour mes lecteurs, c'est pareil. Moi, je suis très mal à l'aise quand on me dit vendez-moi votre livre. Je sais pas quoi dire, non, je vais pas vous le vendre. Enfin, il y en a 6000 autour, faites-vous plaisir. Enfin, pourquoi le mien plus qu'un autre? Même moi, je comprends pas. Donc, je ne vais pas aller vous l'expliquer. Là, c'est ça, moi, c'est la rencontre humaine derrière qui m'intéresse. S'il n'y a pas la rencontre humaine, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Si le but, c'est dire j'écris des livres, je suis connu parce que j'écris des livres, ça m'intéresse. Alors, pendant ce temps-là, il y a toujours la foule qui est autour, mais il y a toujours une histoire qui prend forme. Oui, toujours. Il y a toujours une histoire qui prend forme. Oui, j'en parlais avec des copains, je crois que c'est une maladie mentale, l'art, quel qu'il soit.
Même si j'aime pas le mot d'artiste me concernant, je préfère le mot d'artisan. C'est-à-dire que comme un artisan va faire une chaise, il va vouloir faire la chaise parfaite, et ben il va trouver les défauts, il va essayer de les corriger, ça va en générer d'autres, et donc il va travailler. Donc moi j'aime bien ça. Mais quand on est dans l'art, quel qu'il soit, c'est qu'à un moment on ne perçoit pas le monde pour ce qu'il est. On le voit autrement. Donc j'ai des copains qui sont musiciens, eux, ils n'entendent pas des bruits, ils entendent des notes. Ils n'entendent pas des sons, ils entendent des mélodies. J'ai des copains qui font du one-man show, eux, ils voient des gags. Moi, quand je regarde des gens, je me demande toujours pourquoi ils sont habillés comme ça, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui a pu leur arriver, qu'est-ce qui pourrait leur arriver, dans un monde qui serait ou plus cruel encore, ou plus gai encore. Donc c'est tout le temps. C'est-à-dire que le problème, c'est que, effectivement, ça m'a transformé. Alors, c'est amusant d'avoir commencé en écrivant un vampire, mais ça m'a transformé en vampire, c'est-à-dire que je peux aller pomper la vie de n'importe qui à n'importe quel moment. Voilà, ouais. Parce que, justement, ça m'enrichit. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et en fait, j'ai tellement écrit les 3-4 premières années, qu'à un moment, je me suis dit, là, il faut que j'arrête. Il faut que je retourne au contact de la vie, que je me réimprègne de plein de choses, et là, j'ai pu recommencer à écrire. Mais c'est cette expérience-là qui, pour moi, est importante. Ce que je dis très souvent aux lecteurs quand je les rencontre, il y en a qui ont la gentillesse de dire bah, merci, j'ai passé un bon moment, ce qui est formidable. Et moi, je leur dis aussi merci, parce que, pareil, regardez dans une librairie le nombre de livres. À un moment, vous avez décidé de me consacrer un peu de votre argent et un peu de votre temps. Et c'est ce que vous avez le moins du temps. C'est ce qui vous est le plus compté. Donc, c'est flatteur. Et moi, j'essaie de faire que les gens soient contents. On retrouve encore le métier que tu avais au départ, c'est l'observateur de la société. Plus que ça encore. Je suis un observateur des gens. Voilà. Je suis un observateur du monde. Il y a une scène dans... En fait, je me raconte pas dans les livres. J'aime pas ça. L'autobiographie m'intéresse pas. C'est trop pudique, quoi. Ouais. C'est trop pudique. Puis je me considère pas assez important pour ça. Ouais. Par contre, il y a des choses où ça s'est avéré psychanalytique presque après, finalement, à la relecture des années plus tard, où tu dis mais pourquoi j'ai écrit ça? Et en fait, tu te rends compte que tiens, ça t'éclaire sur un aspect de ta vie, un aspect de ta personnalité. Dans le projet Morgenstern, il y a un moment où le personnage principal, Ethan, intègre un groupe de résistants polonais. Et puis ces gens vivent dans le dénuement absolu, leur vie est en permanence en danger, ils passent leur temps à tuer, saboter, enfin c'est dans le froid, enfin, c'est cruel à tous les niveaux. La plupart ont perdu leur famille, enfin. Et il y a des Anglais qui arrivent, qui sont envoyés par le SOE et qui leur amènent 3 carrés de chocolat et un thermos de café. Et là, c'est la fête. Voilà. Et ces gens-là vont se réunir, et puis autour d'un feu, ils vont fraterniser. Et le personnage d'Ethan, lui, il ne fraternise pas avec eux, il est en retrait, il les dessine. Voilà. C'est un dessin qu'il garde pendant 60 ans et qu'on retrouve chez lui. Et moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que par moment, si je ne me surveille pas, je vais m'extraire de la situation dans laquelle je me trouve et je vais observer, je vais regarder. C'est absolument pas triste, c'est absolument pas malheureux, il n'y a rien du tout de... Alors c'est difficile des fois de le faire comprendre, mais ouais, j'aime prendre du recul et observer. Ouais. Est-ce que c'est du voyeurisme? Peut-être. Je crois pas. C'est aussi la volonté par moment de... finalement, je dirais d'affirmer ma nature d'homme. C'est-à-dire de ne pas être l'esclave de l'immédiat. De ne pas être l'esclave de l'immédiateté de ses envies, de l'immédiateté de ses rejets, de prendre le temps, de se poser, de se taire. Ce que je fais pas là, mais de se taire. Et puis d'observer, de regarder les réactions des autres, de les écouter, de savoir ce que ça peut trahir aussi parfois. C'est amusant. Tu es presque un sportif contemplatif, quoi. Ouais. Oui, comme un pêcheur. Ouais, mais quand j'étais, c'est marrant parce que j'ai eu une carrière sportive et quand j'étais sportif, je passais beaucoup de temps à observer. Oui. J'apprenais en observant. Dès que je pouvais mettre une cassette, l'escrime, ouais. Alors l'escrime c'est compliqué à observer parce que ça. Oui, mais bon. Mais en rugby par exemple, j'ai regardé, alors que c'était pas encore trop la mode, mais j'avais des cassettes entières de matchs où je regardais comment les meilleurs joueurs du monde au poste que j'occupais se déplaçaient, comment ils se positionnaient, comment ils faisaient. Et c'était moins par une volonté de mimétisme que par la volonté de comprendre comment ils faisaient, comment ils se géraient par rapport à leur équipe. Voilà, j'aime comprendre. Et c'est pas en permanence en bougeant, en gesticulant qu'on comprend. Parce que bon, David Carra, on entend souvent parler, on ne le voit pas souvent. Non. Non. Et puis, ça tiendrait qu'à moi, on ne me verrait plus du tout, d'ailleurs.
il y a eu un moment où la question s'est posée, aux alentours de 2015-2016, de me dire est-ce que je ne me contente pas d'écrire mes livres et puis de ne plus apparaître du tout. Je le fais pas parce que finalement je me suis rendu compte que j'allais me priver du plaisir des rencontres dont je parlais, et qu'au final l'écriture est déjà un métier suffisamment solitaire, on n'est pas très très loin pour faire une allégorie, c'est un peu l'ours au fond de ses cavernes l'écrivain quand même. En tout cas dans mon cas. Donc voilà, je me suis dit il faut quand même rester un peu au contact, un peu ouvert. Mais ça a été tentant. Oui, ça a été tentant parce que je crois que c'est dans la nature humaine de voir ce qui ne va pas avant de voir ce qui va. Et au bout d'un moment, je ne voyais plus que ce qui n'allait pas. Je voyais plus que ce qui n'allait pas. Et c'est un truc qui est terrible, mais quand vous avez 50 bonnes chroniques de gens qui vous écrivent ou qui font des papiers sur Internet ou dans les journaux qui vous disent c'est super et que vous en avez un qui vous détruit, bizarrement vous ne voyez que celui-là. Ce qui est une imbécilité absolue. Je veux dire, c'est dommage que la personne n'ait pas aimé, mais au final c'est naturel. Mais quand votre volonté c'est vraiment de faire plaisir, vous dites j'ai raté mon coup avec cette personne et c'est assez douloureux au final. Donc il m'a fallu du temps pour l'accepter un peu, le comprendre, l'incorporer. Donc au bout d'un moment je voyais un peu que ça, et puis je ne sais pas comment le dire intelligemment, mais je parlais de la gloire tout à l'heure, la notoriété de ça, ça me paraît un peu vain. Ça me paraît un peu vain. Il y a des gens qui sont devenus célèbres parce qu'on les a enfermés dans un loft et qu'on les a filmés 24 heures sur 24. Je vois pas l'intérêt. Et je refuse cette société où assez bizarrement, tout le monde sait qui est Nordal Lelandais et personne ne sait ce qu'a découvert Michael Faraday. Et ça m'énerve. Ah oui, ça oui. Mais vraiment, ça m'énerve, et parce que ça dit beaucoup de cette civilisation et de cette société. Donc je me dis, j'ai eu la chance d'être mis en avant à un moment, est-ce que ça me donne un droit quelconque particulier ou je crois pas. C'est ça qui est amusant, parce que ici, dans une autre réflexion que j'ai tenue avec Alain Cadéot, dont je t'ai parlé tantôt, c'est une question de miroir. L'homme, il aime se regarder dans un miroir, mais il a été surtout surpris par la fin de la chronique. C'est tellement merveilleux de voir les pleins et les déliés façonner l'ombre de l'homme qui marche, qui tourne le dos au monde. J'ai lu ça tout à l'heure. Il a été surpris, hein. Ouais. Vous êtes comme ça, tu viens de le dire, encore une fois, c'est essayer d'être tout ce bazar qui nous énerve. Non, moi, c'est pas mon monde à moi, quoi. Il y a de ça, et c'est pour ça qu'en le lisant, quand tu m'as présenté le livre, et que je trouve remarquablement écrit, et je vais répéter dans la caméra, c'est Alain Cadéot qui a écrit ça. Voilà, on va carrément montrer des mots de contrebande. Ça va finir dans la bibliothèque très très vite. Mais je me suis reconnu complètement dans cette phrase. Mais ça, c'est une tendance contre laquelle j'essaye de lutter aussi. De ne pas m'extraire complètement, mais ça serait plutôt ma nature. Et les copains l'ont vu assez souvent, parce que je fais partie de la Ligue de l'Imaginaire. Tu parlais tout à l'heure de l'accueil que j'ai eu et qui a été vraiment chaleureux de la part de beaucoup d'écrivains. Donc je suis rentré dans ce groupe d'auteurs dont l'idée est de promouvoir un peu la littérature dite de mauvais genre, ce qui est absurde. Mais très souvent, je suis là et je ne suis pas là. Et je lutte. Une bonne partie de mes difficultés dans la vie, c'est de lutter contre la volonté parfois de dire je m'en vais, je vais voir ailleurs. Ça a failli m'arriver en 2015. Et là encore, c'est quelque chose de très bizarre. J'ai écrit la fin du projet Morgenstern en sachant parfaitement depuis le début que le personnage d'Ethan possédait une maison sur une île reculée en Irlande, parce que pour un homme qui avait autant connu les abominations humaines, il n'était pas concevable de le faire vivre ailleurs que seul et reclus. Et en 2015, alors que j'étais un peu au sommet de ce que j'ai eu l'occasion de vivre, il y a un moment, je me suis dit, je m'en vais. Mais ça a été, j'ai complètement décorrélé du bouquin, j'ai fait le lien quelques semaines après, en parlant avec quelqu'un qui m'a dit, tiens, c'est marrant, tu fais comme ton héros. J'ai dit, ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Et j'avais trouvé une maison sur une île au nord-ouest de l'Écosse, 11 heures de vol depuis la France, enfin un truc 15 degrés au mois d'août, et en même temps, l'idée me plaisait. L'idée m'allait très très bien de me dire, est-ce que mes interactions avec l'humanité n'ont pas atteint leur... C'est un peu un Kenneth White aussi, quoi. Ouais, alors sans la gloire, mais je pensais aussi à Salinger finalement, oui. qui a un peu fini ça, et je m'étais dit, tiens, j'écrirais bien des histoires que je ne publierai plus, finalement. Je me retire, j'écris,
Et puis ça s'arrête là, et j'observe le monde, je parlais de ma passion pour l'astronomie et l'astrophotographie, puis je fais des photos de l'espace, parce que notre réalité, elle est minuscule par rapport à ça. Alors c'est pas parce qu'elle est minuscule qu'elle n'est pas importante. Eh bien là, je vais en profiter pour inviter Philippe à venir se joindre à nous, et nous allons parler de l'espace alors. Ah ben, avec grand plaisir. Ce qui est marrant, c'est que je suis né en 1969. Et en 1969, la conquête spatiale, c'était ce qui occupait tous les esprits, avec la peur de prendre une bombe atomique sur la figure. Mais la était vraiment pleine guerre froide. Mais cet exploit extraordinaire accompli par la NASA, c'était un rêve, je veux dire, pour un enfant. Et j'avais des tas de bouquins, mes parents m'ont offert des tas de livres sur les photos de la NASA sur la Lune, Armstrong, tout ça, c'était mes héros. J'ai pas eu beaucoup d'idoles, mais les quelques idoles que j'ai eues, il y a eu Niki Lauda, et il y a eu Jerry Lewis à l'époque, et il y a eu Neil Armstrong. C'était vraiment un rêve. Et j'avais la chance d'avoir un oncle, et d'avoir, je l'ai toujours d'ailleurs, qui était astronome, qui adorait ça. Et puis, je me rappelle de mes premières observations, t'es gamin, tu regardes dans l'oculaire et tu vois un machin qui est minuscule, qui est en noir et blanc, et tu te demandes ce que c'est. Et on avait fait quelques soirées comme ça d'astronomie qui m'avaient passionné. À l'époque, j'adorais les sciences et j'adorais les maths. Et un jour, j'ai un prof de maths, quand j'avais 11 ans, qui m'a mis une baffe, parce que mon voisin était en train de mettre clairement le bordel dans la classe. Il a pensé que c'était moi, il est arrivé, j'en ai pris une. Et à partir de là, je me suis dit, mon gars, les maths, fini, ça va se passer ailleurs. C'est une énorme bêtise. S'il y a des jeunes qui voient ça, il ne faut surtout pas faire ça. Mais, un peu con, j'ai fait ça. Et donc, je m'en suis détourné. Et puis, j'ai toujours eu quand même une passion pour les sciences. J'ai toujours eu ce qu'on appelle le geek aujourd'hui, et qui finalement est revenu, est à la mode, mais qui n'est pas très juste, parce qu'il y a toujours eu ça. Je veux dire, si on va par là, Newton était un geek, Messier était un geek, enfin bon. J'aime bien aller bidouiller, comprendre, chercher, fouiller le pourquoi, du comment les choses sont comme elles sont. Et en fait, quand j'écris, donc j'ai participé à toute cette vague de l'émergence de l'informatique vers le grand public. À 19 ans, j'avais été embauché par Atari pour travailler sur le forum Atari qui se tenait à la Défense et sur le concert de Jean-Michel Jarre qui avait lieu à la Défense. Et on était entre fous tarés d'informatique et c'était, on faisait partie un peu dans notre inconscient de ce mouvement Steve Jobs, Bill Gates et compagnie où les mecs créaient le monde d'après. Ouais. Et on rêvait pas d'innovation, on rêvait de progrès. Ce qui est aussi très important comme différence lexicale. On rêvait de faire progresser les choses. Au final, on les a dégradées. Mais bon, ça a été toujours une passion. Puis quand j'ai écrit Bleiberg, en fait, je me suis replongé dans les sciences. Je me suis replongé dans les expérimentations sur l'être humain, pourquoi, comment, le problème de l'éthique qui vient aussi se greffer dessus, pourquoi la guerre est la mère de toutes les inventions, ça aussi c'est une vraie question. Et puis, de bouquin en bouquin, alors dans le premier, ce sont les expériences sur l'être humain, les modifications génétiques, l'amélioration, la recherche de l'Ubermensch. Dans le deuxième, ce sont les armes chimiques, le recours aux armes bactériologiques notamment. Dans le troisième, sont prothèses, pour améliorer l'humain et pas simplement le réparer. Voilà, et qui sont des réalités concrètes. Je me rappelle à l'époque, j'étais fou furieux parce qu'il y a un journaliste qui avait lu le bouquin en me disant oui, c'est de l'anticipation, mais tu dis non, c'est vrai, ça existe. Ce dont je vous parle existe, c'est maintenant, c'est pas demain. Demain, ça sera vendu à tout le monde. Aujourd'hui, c'est développé, ça marche. Et donc, à force d'y aller, il y a un moment, je travaillais sur le 5e tome de la série, qui a un rapport avec la 6e armée de l'espace, la privatisation de l'espace, des gens comme Elon Musk, la société SpaceX, etc., qui sont des gros enjeux si tout tient jusque-là. Mais à un moment, je me suis dit, mais pourquoi j'ai abandonné ça ? Donc je me suis acheté un télescope, un trépied, une monture équatoriale, et puis j'ai commencé à réobserver, et puis j'ai découvert qu'en 30 ans, avec Hubble, on avait découvert d'autres choses, qu'on pouvait prendre des photos des galaxies, des nébuleuses,
les étoiles qui étaient absolument extraordinaires. Ouais, ces photos sont splendides. Ah ouais. Et j'ai fait formation accélérée, donc j'ai quelques photos avec moi ici pour faire des photos des Pléiades, des photos de soleil qui ont explosé à l'autre bout de l'univers. Enfin, voilà, et j'ai trouvé des gens passionnés avec qui on pratique ça tous ensemble, et puis on explique aussi aux gens, c'est un vrai bonheur d'expliquer les lois de l'univers, les lois de la physique. Oui. Non, c'est vraiment déconnecté, ça. Ça, c'est vraiment autre chose. Ouais, c'est à la fois autre chose, et puis ça va toujours dans cette logique d'observation. Voilà. Tu prends un pas de recul et tu regardes. Voilà, tu regardes, alors c'est ce qu'on dit, la relativisation, un truc qui veut tout dire et rien dire. Oui. Mais c'est pas parce que l'univers se joue à des échelles de milliards d'années et sur des volumes qui ne font de nous à peine même pas des grains de sable ou des atomes, tellement on est petit par rapport à ça, mais c'est pas pour ça qu'on est insignifiant, c'est d'autant moins vrai. C'est-à-dire que le cursus que la vie a dû suivre pour exister fait que chaque vie est d'autant plus précieuse. Elle n'est pas insignifiante, elle est précieuse. Pour l'instant, on suppose statistiquement, là je me tournerai vers le mathématicien, que vu le nombre d'étoiles et d'exoplanètes, il doit y avoir de la vie ailleurs. Mais est-ce qu'il y a une vie intelligente, une vie consciente d'elle-même, une vie capable de science? On n'en sait rien. Et avant qu'on soit capable de la rencontrer, il va se passer du temps. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Parce qu'il y a cette donnée. C'est-à-dire que tout s'éloigne dans l'univers. Donc tout s'éloigne, les dimensions, les distances, les problèmes de temps sont tellement complexes que pour que deux civilisations se rencontrent à des millions d'années-lumière, c'est virtuellement impossible, en l'état de nos connaissances. Donc ça veut dire que pour l'instant, et c'est là où Carl Sagan est pour moi quelqu'un de fondamental, notamment à travers son texte Le petit point bleu pâle, qui est extraordinaire, le point bleu pâle, qui est extraordinaire. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, oui. Sagan était responsable de la mission Voyager. Et quand la sonde est arrivée au niveau de Jupiter, il a demandé à la NASA de lui faire un tour sur elle-même et de prendre une photo de la Terre. Et ce qu'on voit, c'est un rayon de soleil au milieu de l'univers, avec un petit point bleu, mais qui est un pixel. Et il a écrit un des plus beaux textes qu'on ait écrit autour de ça. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on est tous sur le même vaisseau spatial. Voilà, c'est la Terre et c'est le seul qu'on ait. Parle-nous une fois de ton expérience NASA. Oui. Parce que toi, lui aussi, dans une vie, il a eu cette expérience où Ah oui. Ben, je suis preneur, admiratif. Oui, en fait, on n'est pas dans les grandes immensités, là, on est vraiment dans des problèmes technico-techniques au niveau de la NASA, en particulier relatifs à la mission Apollo 13. La mission Apollo 13, qui est donc cette mission... L'échec réussi. L'échec réussi, exactement, hein, dont on a tiré un film. Qui est remarquable d'ailleurs. Qui est un très bon film. Très très bon film, effectivement, très fidèle à la réalité. En fait, on s'est intéressé un petit peu à ce qui s'est passé exactement dans la gestion de cette crise, parce que c'était vraiment une crise. C'est la première fois que la NASA faisait face à ce genre de problème-là. Des problèmes au sol, il y en avait eu. Il y avait eu des fusées qui avaient explosé au sol, etc. Mais en mission, dans l'espace, un problème sérieux qui se pose, il faisait face à l'inconnu. Et il y a quelques années, on s'est intéressé à ça pour un petit peu essayer d'en tirer des leçons managériales, parce que mon métier principal, c'est tout type d'entreprise. Donc je vais dans des entreprises et j'essaie de les aider quand il y a des problèmes de certains ordres qui se posent. Et on s'était dit à plusieurs, c'est surtout d'ailleurs mon ami Philippe Lemant qui, lui, a véritablement été à la NASA, il était dans les archives de la NASA. Il s'est dit, bon, d'abord, le film, je l'ai pris comme une claque, comme tout le monde d'ailleurs, c'est un film vraiment scotchant. Il dit, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que je voudrais faire la part des choses, qu'est-ce qui est romancé, qu'est-ce qui est vrai, et alors il a été, lui, vraiment à la NASA, il a été dans les archives de la NASA, pour retracer tout ce qui s'est passé. Et ce qu'on peut en tirer comme leçon managériale. Comment bien gérer une crise en entreprise, comment gérer des équipes, etc. Et alors il y a une foule extraordinaire de choses qu'on peut retirer de ça. Et on en a fait des modules de formation qu'on donne maintenant à des entreprises. On a donné notamment plusieurs milliers d'heures de formation à la Société de transport en commun ici à Bruxelles. Donc tous les gens y sont passés. Et voilà. Et c'était Jim Kranz qui était le directeur. Jim Kranz, oui, qui est joué par Ed Harris. Ed Harris, c'est ça, Ed Harris. Donc il y a beaucoup de bons acteurs. Alors,
ce qu'on en a tiré, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les messages managériaux, hein, il y en a beaucoup qui tombent sous le sens d'ailleurs, mais c'est que le film est encore plus proche de la réalité qu'on imagine. Il y a évidemment certaines scènes qui ont dû être adaptées hein, pour les besoins cinématographiques. Par exemple, un moment clé dans la scène, c'est quand ils doivent décider ou pas de fermer les vannes qui apportent l'oxygène, parce qu'ils se doutaient, mais bon, ils étaient dans l'inconnu, hein, il n'y avait pas les instruments de mesure qu'il y a maintenant, ils se doutaient que bon, c'était un problème à un réservoir d'oxygène, et que si on fermait la vanne, ça sécurisait tout, mais c'était adieu la Lune. C'est une opération irréversible, c'est-à-dire quand c'est fermé, on ne sait pas la rouvrir. Donc, si on prend la décision de fermer, la mission est terminée. Et donc, c'est un moment crucial, parce qu'ils ne savaient pas si c'était un problème sérieux. Si c'était un problème pas sérieux, c'est vraiment dommage, parce qu'on sabote une mission, alors que c'était un problème qui était simplement voilà, un choc, une instabilité, ou des choses comme ça. Et donc, c'est un moment d'une très très grande tension. Et dans le film, ce moment-là, on voit, il y a un des ingénieurs, un petit à lunettes, ils sont assez croqués les paysages, hein, vraiment l'ingénieur dans les années 70 doit avoir des lunettes, hein, il a des lunettes, et c'est le type privé sur ses écrans, et il dit, moi je pense que c'est ça le problème, et donc il faut couper les vannes. Et on voit Ed Harris, hein, Gene Kranz, qui s'amène à la cow-boy, comme ça, hein, et il s'amène, il descend de son bureau, qui surplombe le bureau de tous les ingénieurs, et il vient, en surplombant le bonhomme, et il dit, qu'est-ce que tu dis ? Le type dit, bah, écoute Gene, à mon avis, ils sont en train de crever là au-dessus, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Tu te rends compte que si on fait ça, la mission, de toute façon, elle est foutue? Oui, mais enfin, bon, selon moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Bon, ouais, bon. Et il retourne à son bureau, on le voit réfléchir 6-7 secondes, et puis il prend sa décision. On va faire comme il a. En réalité, les archives de la NASA le démontrent, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Il a effectivement posé les questions, pourquoi tu penses que c'est ça qu'il faut faire, etc. Il est retourné à son bureau et il a pris 19 minutes de réflexion. Ah ouais. Donc il s'est isolé et pendant 19 minutes, il a pesé le pour et le contre. Évidemment, 19 minutes, Hollywood, on ne peut pas. Hein. Donc ça, ce 19 minutes a été... Long, et c'est long quand on est dans l'espace, oui. dans un vaisseau qui devient incontrôlable. Donc ce temps a été réduit à 6-7 secondes pour les besoins de la scène. Mais globalement, ça s'est vraiment passé. Simplement, bon, on a raccourci parce que voilà, il faut qu'ils prennent sa décision. Oui, et puis ils ont rajouté des tensions au sein de l'équipage qui n'ont pas existé non plus. Les types ont fait preuve d'un sang-froid qui est absolument incroyable. Ah oui, très professionnel. Hein. Et tu vois, j'ai eu la chance avec mes bouquins d'aller au FBI et j'aimerais pouvoir aller à la NASA. Ça, c'est un vrai rêve. Un vrai rêve. Et dans le cadre un petit peu de toutes les réflexions qu'on vient d'avoir ici, il y a quelque chose qui peut se tramer, évidemment. Ah oui, mais c'est fait. Enfin, je veux dire, c'est que le prochain bouquin est en cours d'écriture, va traiter de ça. En fait, tout est bâti autour d'un vrai projet qui impliquait la NASA et l'US Air Force, qui a été déclassifié au début des années 2000, qui est une imbécilité sans nom. Je ne vais pas vous le raconter pour ne pas dévoiler le bouquin, mais les militaires ont demandé à la NASA, à une époque où les Russes envoyaient des satellites et envoyaient Gagarine, et les Américains envoyaient une boule de pétanque dans l'espace, ils ne savaient déjà pas. Alors qu'ils avaient récupéré Werner von Braun, qui était le spécialiste des V2 pour le compte des Allemands. Il l'avait exfiltré à travers l'opération Paperclip, et c'est lui qui a été le grand artisan de la conquête spatiale américaine. Mais comme les Russes à l'époque, ce qui était important à l'époque dans le fait d'aller dans l'espace, c'était pas tant l'espace, c'était surtout la faculté qu'on avait à avoir des lanceurs susceptibles d'envoyer des missiles nucléaires à travers partout dans le monde. C'était ça l'enjeu. La recherche, elle venait après. Les scientifiques, eux, Dieu merci, avaient ça en tête, mais enfin, les militaires qui finançaient, eux, ils pensaient qu'à ça. Et donc, il y a des scientifiques à qui on a demandé 3 énormes conneries, je ne peux pas le dire autrement, qui sont drôles avec le recul, vraiment drôles, notamment une qui est très mauvaise perdante, je ne dis rien, mais... Et à partir de là, j'ai retrouvé tous les documents. Les documents, c'est très bête, hein, ça vous aiguillera, vous avez le logo de la NASA, le logo de l'US Air Force, la Lune dessinée au milieu, et juste en dessous, un champignon nucléaire. Bon. Et donc, il y avait le jeune Carl Sagan, jeune doctorant, qui faisait partie des scientifiques qui ont été interrogés autour de ce projet. J'ai récupéré les documents, je les publierai à la fin du livre, comme ça ceux qui veulent et qui maîtrisent un peu l'anglais pourront aller les lire. Et j'ai créé une histoire qui se déroule entre cette époque-là et aujourd'hui, autour de la privatisation de l'espace, la militarisation de l'espace,
Et forcément, parce que je ne peux pas faire autrement et c'est plus fort que moi, avec une vraie réflexion autour de mais qu'est-ce qu'on fait en tant qu'espèce là? Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Clairement, c'est même pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de foutre? On est en train, on parle on est en train de tuer l'avenir. La notion même d'avenir est quelque chose qu'on est en train de tuer. On a déjà désenchanté le quotidien, maintenant on va finir par désenchanter le futur. À mon époque, et sans doute à la vôtre, on rêvait de grandes villes avec des voitures qui volent, avec des gens qui tombaient plus malades, avec l'abolition de la pauvreté, enfin il y a cette espèce d'utopie là. Aujourd'hui, l'avenir qu'on nous promet, c'est si on fait rien, le climat ça va être l'enfer, il n'y aura plus de ressources, on va être trop nombreux, on ne va pas réussir à bouffer, voilà ce qu'on apprend à nos enfants, c'est-à-dire que demain, toutes les actions qu'on doit prendre aujourd'hui, mais qui sont vraies, hein, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne le sont pas, c'est de dire on a tellement profité pendant 30-40 ans, que finalement, vous là, on vous laisse la crise à gérer. Donc si vous ne faites rien, vous allez crever. Voilà, il ne faut pas le dire autrement. Si vous ne faites rien, vous allez crever. Donc comme c'est trop dur de le dire comme ça, on vous dit, oui mais la planète est en danger. C'est faux, la planète Terre, elle va très bien, elle. Simplement, elle va se débarrasser de ce qui lui pose problème. Elle existe depuis 4 milliards d'années, je crois, à peu près. Oui, la vie continuera. Alors, l'homme, c'est autre chose. L'homme, c'est autre chose, mais la vie, dans cette forme, sous une autre, etc., enfin, la planète en tant que telle, elle va continuer de tourner. Sans souci. Elle va continuer. Mes amis, j'ai grand plaisir à vous dire qu'il est bientôt l'heure. Ah. Je tenais surtout à ce que Philippe soit présent, c'est parce que tu risques de le retrouver bientôt dans des séances de dédicaces, comme copain du même côté de la table que toi. Ah bah formidable. Alors la surprise c'est qu'il va te montrer une couverture. Ouais. Tu vas bien regarder la couverture. Ouais. C'est un ouvrage qui va sortir au mois de juin l'année prochaine. Ouais, 14 jours. Et je n'en dis pas plus parce que nous avons encore un petit gâteau à manger et nous devons être chez notre ami Marc à 18h. Ouais, on ne va pas le faire attendre. David, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Oui, c'était un grand plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup.